Je savais que quelque chose clochait dès la première soirée où je l'ai rencontré. J'étais au travail, enchaînant une de ces longues journées chez Meubles Provence, où j'étais responsable des ventes. C'était l'un des plus grands magasins de meubles d'Aix-en-Provence, et après 10 ans là-bas, j'avais vu défiler toutes sortes de clients, ceux qui savaient exactement ce qu'ils voulaient, ceux qui hésitaient sans fin, et bien sûr, ceux qui venaient juste flâner. Mais Sophie, elle, était différente. Quand elle est entrée dans le magasin, elle dégageait une aura particulière. Élégamment vêtue, chaque détail soigné, elle se promenait comme si l'endroit lui appartenait. Elle n'était pas là pour flâner, elle savait précisément ce qu'elle cherchait. J'ai tout de suite vu qu'elle était confiante, ambitieuse, et visiblement très à l'aise financièrement. Il s'est avéré qu'elle était agente immobilière, l'une des meilleures de la région PACA, avec une liste impressionnante de clients et une réputation qui semblait impressionner tout le monde sauf elle-même. J'admirais ça chez elle. Elle avait cette énergie, cette ambition, comme si elle connaissait toujours la prochaine étape. Quand nous avons commencé à parler meubles, elle analysait chaque pièce, réfléchissant à son impact, à son style. Elle ne cherchait pas juste un canapé ou une table à manger, elle planifiait une transformation complète. Cette première conversation a vite dérivé des meubles à nos vies personnelles. On a ri de nos anecdotes professionnelles, et avant que je ne m'en rende compte, on échangeait nos numéros. Une semaine plus tard, on prenait un café ensemble, et de là, les choses ont rapidement évolué. On sortait ensemble depuis environ 1 an quand j'ai décidé de la demander en mariage. Pourquoi attendre? Elle était belle, intelligente, ambitieuse, tout ce que je pensais vouloir chez une partenaire. Elle avait cette capacité à illuminer une pièce, et j'étais simplement heureux d'être à ses côtés. Après notre mariage, tout semblait se mettre en place. Les 5 premières années ensemble ont été solides. On travaillait dur tous les deux, donc on ne passait pas toutes nos soirées ensemble, mais on trouvait du temps l'un pour l'autre. On économisait, on partait en voyage souvent dans des endroits comme la Côte d'Azur ou les Alpes et on faisait de grands projets. Je ne peux nier qu'elle avait un côté matérialiste. Elle aimait ses vêtements de créateur, les dîners dans des restaurants étoilés, les escapades luxueuses. Parfois, je trouvais qu'elle accordait trop d'importance aux apparences, mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Elle travaillait dur pour son mode de vie, et je respectais ça. En plus, je pensais qu'on se complétait, elle avait l'ambition et l'énergie sociale, moi j'étais plus posé, plus axé sur la stabilité. Je me disais que j'avais de la chance. Une femme que tout le monde admirait, voire enviait, m'avait choisi, moi. Mais il y avait des moments où, lorsqu'elle me présentait à ses amis du travail, je sentais une certaine tension. Comme si je ne collais pas tout à fait à son monde. Des regards en coin de ses collègues, des remarques subtiles sur notre appartement à Aix ou sur mon métier. Rien de bien méchant, juste assez pour que je le remarque. Mais j'ignorais ces signaux, pensant qu'on était heureux. Avec le recul, je crois que les signes étaient là dès le début. Sophie était toujours en quête de plus, son ambition semblait insatiable. Plus elle réussissait dans son travail, plus elle voulait aller loin. J'admirais ça, jusqu'à ce que je réalise que ça avait un prix. Tout a vraiment commencé à s'effondrer quand j'ai perdu mon emploi. Ça faisait 1 an, après 10 ans chez Meubles Provence, où j'avais pratiquement bâti l'entreprise de toutes pièces. Mais le marché s'est effondré, les ventes ont chuté partout. Un jour, ils nous ont réunis pour une réunion tendue, parlant de restructuration et de licenciement. Et comme ça, j'étais dehors. Je n'étais pas le seul, la moitié de l'équipe a été virée ce jour-là, mais pour Sophie, j'étais le seul à avoir échoué. Au début, elle n'a pas dit grand-chose. Elle jouait la carte du soutien, me demandant mes plans, faisant des suggestions polies. Mais son attitude a vite changé. Elle laissait des annonces d'emploi sur la table, certaines entourées en rouge, comme si je ne comprenais pas l'urgence. Je la surprenais à laisser des onglets ouverts sur mon ordinateur, avec des sites d'emploi ou des offres de déménagement. À table, elle lançait des remarques sur les maris de ses amis, ceux qui grimpaient les échelons ou lançaient leur propre entreprise. Le pire, c'est que je faisais des efforts. J'envoyais mon CV partout, contactais mes relations, cherchais des opportunités. Mais tout le secteur était en crise, pas juste notre magasin. Sophie ne comprenait pas. Chaque fois que j'expliquais, elle me regardait comme si je cherchais des excuses. Une nuit, elle a soupiré et dit, « Je n'aurais jamais cru être la seule à ramener un salaire. Mes amis n'ont pas à vivre ça. » Ces mots m'ont fait mal. J'essayais de nous maintenir à flot dans cette tempête, et tout ce qu'elle voyait, c'était une baisse de revenus et de statut.
Je commençais à me sentir comme un étranger chez moi, comme si elle aurait préféré que je sois n'importe qui d'autre. La pression a continué de monter, surtout quand j'ai enfin décroché un emploi après des mois de recherche. C'était chez Meubles du Luberon, un petit magasin de meubles, en tant que vendeur. Le salaire était bien inférieur à ce que j'avais connu, mais c'était un travail, une chance de contribuer à nouveau. J'étais soulagé d'avoir quelque chose de concret, de me remettre sur pied. Mais quand je l'ai annoncé à Sophie, elle m'a regardé avec dégoût. « Vendeur » a-t-elle dit, comme si je venais de lui annoncer que j'allais ramasser des ordures. Comment ça va paraître pour moi, une agente immobilière de premier plan, d'avoir un mari vendeur? Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Ces mots, je m'en souviens parfaitement, parce qu'ils m'ont fait l'effet d'un coup de poing. Après ça, tout s'est dégradé rapidement. Elle rentrait tard, prétextant des événements professionnels ou des dîners avec des clients. Je me retrouvais à me demander quand elle voudrait à nouveau passer du temps avec moi. Elle annulait nos plans à la dernière minute, cherchait la dispute pour des broutilles. On aurait dit qu'elle me reprochait simplement d'exister. À un moment, elle m'a même suggéré de chercher de l'aide pour mes problèmes. Mes problèmes? Perdre mon emploi, essayer de joindre les deux bouts, tout faire pour redresser la barre, c'était des problèmes à ses yeux. J'ai compris alors que les fondations de notre mariage s'effritaient. Je commençais à voir qui elle était vraiment, et ce n'était pas beau. Mon 35e anniversaire, censé être une fête, s'est transformé en la soirée la plus humiliante de ma vie. Sophie avait tout organisé, et je dois dire qu'elle n'avait pas lésiné. Elle disait que je le méritais, que j'avais eu une année difficile, et qu'on devait célébrer. Elle avait réservé un traiteur, décoré l'appartement avec des arrangements coûteux, loué de la vaisselle de luxe. Elle avait invité nos amis, ma famille, et même d'anciens collègues de Meubles Provence. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle essayait de se racheter, de compenser la façon dont elle m'avait traité. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans son attitude ce soir-là. Elle était constamment sur son téléphone, disparaissant dans une autre pièce pour prendre des appels, vérifiant son reflet comme si chaque mèche de cheveux devait être parfaite. Elle était habillée comme pour un gala, avec une robe neuve et des bijoux hors de prix, pas pour une simple fête d'anniversaire. J'aurais dû me douter que quelque chose se tramait, mais j'ai préféré profiter de la soirée. 1 heure après le début de la fête, la sonnette a retenti. Sophie s'est presque précipitée pour ouvrir, comme si elle attendait ce moment précis. Quand elle est revenue, elle n'était pas seule. Un jeune homme l'accompagnait, la trentaine, l'air tout droit sorti d'un magazine. Costume coûteux, cheveux impeccablement coiffés, un sourire satisfait. Elle l'a conduit au centre de la pièce, et j'ai senti un froid m'envahir. Puis elle a tapé sur son verre. La salle s'est tue, et mon estomac s'est noué. Tout le monde, je veux vous présenter Julien, mon nouveau mari. Je suis resté figé. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai regardé autour de moi, pensant que c'était une blague cruelle, mais personne ne riait. Tout le monde nous fixait, elle, moi, puis à nouveau elle, comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Mes parents, dans un coin, ma mère la main sur la bouche, mon père le visage rouge. Personne ne semblait respirer. Puis elle a continué. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a entamé un discours tordu sur comment elle m'avait dépassé. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un vrai partenaire, quelqu'un qui pourrait lui offrir le style de vie qu'elle méritait, que je la freinais. Devant tout le monde, elle m'a traité d'échec, disant à quel point c'était embarrassant d'avoir un mari, simple vendeur. Elle a vanté Julien, disant qu'il était tout ce que je n'étais pas, succès, ambition, richesse. Elle a déclaré qu'elle était enfin avec quelqu'un qui correspondait à sa vision de l'avenir. Et comme si ça ne suffisait pas, Julien s'est avancé, souriant comme si tout était normal, et a commencé à parler de son « empire immobilier ». Il a dit posséder des propriétés partout, s'étendant à l'international, et qu'avec Sophie, il construisait un avenir que je ne pourrais jamais offrir. Son arrogance, la façon dont il me regardait de haut, comme si j'étais invisible, un simple obstacle qu'ils avaient joyeusement écrasé. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai regardé mes amis, ma famille, mes parents, tous abasourdis, et je ne pouvais pas rester une seconde de plus. Je me suis retourné et je suis parti, sentant mon monde s'écrouler. Quelques personnes, dont mes parents, m'ont suivi, mais la plupart sont restés, regardant Sophie continuer sa fête comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas détruit ma vie devant tous ceux que je connaissais. Cette nuit-là, j'ai fini chez mes parents, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. L'humiliation,
la trahison, c'était trop. Je repassais tout dans ma tête, me demandant comment la femme que j'avais épousée pouvait faire quelque chose d'aussi cruel, d'aussi calculé, juste pour me rabaisser. Quelques jours après cette fête cauchemardesque, je ne pouvais pas me débarrasser du besoin d'en savoir plus sur ce Julien que Sophie exhibait si fièrement. Quelque chose chez lui ne collait pas. Je ne pouvais pas croire qu'elle l'ait intégré dans nos vies sans que je sache qui il était vraiment. J'ai contacté Pierre, un vieil ami agent immobilier qui connaît tout le monde dans le milieu. Si Julien était vraiment un magnate de l'immobilier, Pierre le saurait. Après un long silence, il m'a dit « Je n'ai jamais entendu parler d'un Julien qui correspond à cette description. » Il a vérifié auprès de quelques contacts, mais rien. Personne ne connaissait un Julien dirigeant un empire immobilier ou même possédant des propriétés localement. C'était mon premier signal d'alarme, et il était de taille. J'en ai parlé à mon avocate lors de nos premières réunions pour le divorce, et elle m'a suggéré d'embaucher un détective privé. À ce stade, je n'avais rien à perdre et trop de questions. Le détective s'est mis au travail et m'a rappelé en quelques jours avec des informations qui m'ont sidéré. Julien n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Michel Dupont et avait un long passé d'escroquerie, ciblant particulièrement les femmes prospères dans l'immobilier, comme Sophie. Il avait été arrêté auparavant, avait purgé une peine à Lyon pour fraude, puis avait disparu sous une nouvelle identité. Son empire immobilier était une pure invention, conçue pour attirer des femmes comme Sophie et leur soutirer leur argent. C'était un escroc professionnel, avec des années d'expérience. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est la minutie de ses stratagèmes. Il ne tombait pas sur ses victimes par hasard. Il les choisissait soigneusement, étudiant leurs profils sur les réseaux sociaux, assistant à leurs événements professionnels, puis les rencontrant, par hasard. Il se présentait sous son meilleur jour, disait les bonnes choses, montrait de faux documents pour des projets inexistants. Une fois qu'il avait leur confiance, il disparaissait avec leur argent. Le détective a trouvé au moins 5 autres femmes victimes de Michel. L'une avait perdu toutes ses économies pour la retraite, une autre avait dû déclarer faillite. Plus j'en apprenais, plus je réalisais à quel point Sophie s'était fait berner. Elle était convaincue qu'il était tout ce que je n'étais pas riche, puissant mais tout était faux, juste un rôle pour la pâter. J'ai envisagé de la prévenir, de lui dire qui était vraiment son « nouveau mari ». Mais à chaque fois, je revoyais son sourire narquois à ma fête, la façon dont elle m'avait humilié devant tout le monde. Elle avait fait son choix, et elle devrait en assumer les conséquences. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à l'argent qu'elle lui avait déjà donné. Il n'allait pas rester pour construire un avenir avec elle, il la vidait de tout. Un jour, j'ai décidé d'aller voir ses parents. Je pensais qu'ils pourraient lui faire entendre raison. J'ai apporté tous les documents du détective dossier judiciaire, témoignages d'autres victimes. Mais quand je suis arrivé et que j'ai tout exposé, son père m'a presque mis à la porte. Il m'a accusé d'inventer tout ça par jalousie, parce qu'elle était passée à autre chose avec quelqu'un de « meilleur ». Sa mère n'a même pas regardé les documents, hochant simplement la tête aux paroles de son mari. À ce moment-là, j'ai su que j'en avais fini. Sophie et ses parents étaient si aveuglés par le conte de fées qu'elle vivait qu'ils ne voyaient pas la vérité en face. S'ils voulaient y croire, tant pis. Mais je savais comment ça finirait, et même si ça me faisait mal de la voir tomber dans un piège aussi évident, je ne pouvais plus rien faire. Quelques semaines après ma tentative avec ses parents, tout s'est effondré, comme je l'avais prévu. La vie parfaite de Sophie avec Julien s'écroulait plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer. J'ai eu le premier indice quand mon avocate m'a dit que Sophie essayait de vendre notre appartement. Elle avait trouvé un acheteur et poussait pour une vente rapide, bien en dessous de la valeur du marché. Apparemment, Julien l'avait convaincu qu'il triplerait l'argent en investissant dans un projet de condominium de luxe à Monaco. Elle était si aveuglée par ses promesses qu'elle n'avait même pas consulté son propre avocat. Mais juste avant que la vente ne soit finalisée, Julien a disparu. Téléphone déconnecté, email fermé, réseaux sociaux effacés. Sophie ne pouvait plus le contacter. Puis elle a remarqué d'autres choses. Ses comptes bancaires étaient vides, près de 200 000 € envolés. Ses cartes de crédit étaient à leur limite, avec des factures de boutiques de luxe dans différentes villes. Et pire encore, il avait contracté 3 prêts personnels à son nom, totalisant 150 000 €, avec des documents falsifiés. Quand elle a contacté son agence immobilière, ils lui ont appris qu'elle avait émis des chèques sur le compte de l'entreprise, soi-disant pour des investissements, à l'instigation de Julien. Plus de 50 000 € envolés, et maintenant l'agence lançait une enquête. Ils ont suspendu sa licence d'agente immobilière,
et elle risquait des poursuites judiciaires en plus de la catastrophe financière. Mais ce n'était pas fini. Michel avait fouillé dans les dossiers clients de Sophie, utilisant son accès pour cibler des clients fortunés et les convaincre d'investir dans son faux projet à Monaco. Quand ils ont réalisé qu'ils avaient été escroqués, l'argent avait déjà disparu. Son agence faisait face à des poursuites potentielles de ses clients, et Sophie était devenue le visage d'un scandale qui ruinait sa carrière. Pendant ce temps, je suivais tout de près. Mon avocate a envoyé une lettre à la sienne, précisant que si des actifs communs avaient été investis dans les projets de Julien, je porterais plainte. J'ai appris par des amis communs que Sophie vantait ses grands projets avec Julien jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Elle avait même essayé de convaincre des collègues d'investir. Elle était si sûre de vivre une vie glamour avec lui qu'elle n'a rien vu venir. Après la disparition de Julien, Sophie a commencé à m'appeler. D'abord des messages, presque désespérés, puis des emails. Elle disait qu'elle avait été piégée, qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais j'ignorais tout. La femme qui m'avait humilié devant tous ceux que je connaissais me suppliait maintenant de l'aider. Je ne pouvais pas me résoudre à avoir pitié d'elle, pas après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Même ses parents m'ont contacté, me demandant si je pouvais l'aider, vu qu'on était encore légalement mariés. Son père semblait brisé, me suppliant presque de l'aider à se sortir de ce pétrin. Je lui ai rappelé comment il m'avait presque jeté dehors quand j'avais essayé de les prévenir. Je n'allais pas lever le petit doigt pour réparer son désastre. Sophie est coincée dans un cauchemar qu'elle a elle-même créé. Elle ne peut plus payer son loyer, ne peut pas reprendre sa carrière, et sa réputation est en lambeaux à cause de son association avec un escroc condamné. J'aimerais dire que je ne l'avais pas vu venir, mais elle récolte ce qu'elle a semé. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai ressenti un étrange soulagement. J'avais essayé de rester à flot, de gérer les retombées qu'elle avait laissées, mais maintenant, elle était sortie de ma vie pour de bon, laissée seule à ramasser les morceaux. Ce n'était plus mon fardeau. Après tout ça, j'ai dû reconstruire ma vie de zéro. J'avais passé des mois à me sentir écrasé, à gérer le divorce qui traînait en longueur. Mais enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, le divorce a été finalisé. Le juge a tranché en ma faveur, surtout après qu'on ait présenté les preuves de sa trahison, l'historique criminel de Michel, et comment elle avait vidé nos économies. J'ai gardé ma retraite et le peu d'actifs qu'il restait. C'était comme si un poids s'était envolé, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Une fois le divorce derrière moi, j'ai tout misé sur l'avenir. Je suis retourné sur le marché du travail avec une nouvelle détermination, postulant à des postes que je n'aurais jamais envisagés avant. Après plusieurs entretiens, j'ai décroché un poste de directeur des ventes régionales chez Élégance Maison, l'une des plus grandes chaînes de meubles en France. Ironiquement, le recruteur m'a dit qu'ils étaient impressionnés par ma gestion des circonstances difficiles. Ils avaient entendu parler de l'histoire avec Sophie et Julien, mais au lieu de me juger, ils y ont vu un signe de résilience. Et honnêtement, je pense qu'ils avaient raison. Avec ce nouvel emploi, j'avais à nouveau un but. Le salaire était meilleur que tout ce que j'avais gagné chez Meubles Provence, et ça m'a donné une chance de reconstruire ma stabilité financière. J'ai même pu acheter une petite maison dans un quartier calme d'Avignon, quelque chose qui était juste à moi, sans souvenir partagé, sans rappel de Sophie. Juste un nouveau départ. J'ai commencé à aller à la gym régulièrement, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, et j'ai adopté un chien dans un refuge local. Ce chien, Milo, est devenu le meilleur compagnon que je pouvais espérer, loyal, toujours là, quoi qu'il arrive. Des amis qui m'avaient soutenu tout au long m'ont dit combien ils étaient heureux de me voir aller mieux. Même quelques amis communs, qui avaient initialement soutenu Sophie, ont repris contact, s'excusant d'avoir pris son parti. Je ne leur en voulais pas, les gens font des erreurs, mais je savais que mon vrai cercle, ceux qui avaient été là dès le début, étaient ceux sur qui je pouvais vraiment compter. Quant aux autres, je gardais mes distances. La vie a continué, mais de temps en temps, j'entendais des bribes sur Sophie. Sa licence immobilière restait suspendue, et avec son crédit ruiné, elle ne pouvait pas se relever financièrement. D'après ce que j'ai entendu, sa réputation dans le milieu était irréparable, surtout après que son agence a fait face à des poursuites de clients qu'elle avait involontairement exposés aux escroqueries de Michel. Elle a fini par retourner vivre chez ses parents, peinant à trouver du travail et entourée de gens qui ne la voyaient plus comme la star de l'immobilier. Récemment, ses parents ont essayé de me contacter à nouveau. Ils ont suggéré qu'on se rencontre, que je devrais peut-être lui donner une seconde chance,
disant qu'elle avait appris sa leçon et voulait s'excuser. Mais je ne pouvais même pas envisager l'idée. Comment le pourrais-je, après qu'elle m'ait publiquement rabaissé le jour de mon anniversaire, qu'elle ait essayé de me dépouiller de ma dignité, et que ses parents l'aient soutenue? Certaines choses ne peuvent être défaites, et je n'avais aucun intérêt à rouvrir ce chapitre. Le plus étrange, c'est qu'après tout ça, je me sens plus léger. Ma vie est simple maintenant, et j'aime ça. Je n'ai plus à m'inquiéter des ambitions sans fin de quelqu'un d'autre ou à avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur. J'ai reconstruit ma vie à mes propres conditions, et honnêtement, je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été avec elle. Ce n'est pas de la vengeance ni de l'amertume qui me motive, c'est du soulagement. Je suis libre du chaos, du tourbillon toxique qu'était notre mariage, et savoir ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir.